D'abord, merci de cette invitation. Sujet qui est effectivement extrêmement important. Je veux apporter une précision supplémentaire me concernant. Moi, je suis le doyen de la faculté de médecine de l'université de Versailles. Et mon territoire, à moi, il va du 16e, Neuilly, Centre 92, jusqu'à très loin dans les Yvelines, Trappes, etc. Et donc, les étudiants et les enseignants et médecins rattachés au périmètre de mon UFR, vous voyez, ont donc une vision finalement d'un spectre assez large de ce qu'est la société française et de ce que sont les territoires. Et à quel point il y a une grande variabilité, y compris lorsque l'échelle de mesure géographique et la distance est courte. Donc, moi, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de faits, quand même, avant de parler des nouveaux métiers, qui me paraissent essentiels à ne pas perdre de vue. Il ne faut pas oublier que notre système de santé, il est bon. Il est très bon. Les indicateurs macro sont excellents. L'espérance de vie en France, elle n'a rien à envier, et elle est même enviée par la plupart des pays. Donc, sur le plan macro, nos indicateurs sont très bons. Donc, notre problème, il n'est pas là. Notre problème, il est que, malheureusement, il y a une extraordinaire inégalité d'accès aux soins de tout à chacun. Et donc ça, pour moi et nous, tous les collègues médecins, mais au-delà des collègues médecins, tous les collègues soignants, ça nous met dans une posture éthique aussi un peu compliqué de voir qu'à quelques kilomètres de distance, il peut y avoir 5 points de différence en termes d'espérance de vie. Il peut y avoir 3 ou 4 points de différence en termes de prévalence de tel type ou tel type de maladie. D'autres problèmes principaux, il ne faut donc pas qu'on se trompe de problème, et en particulier à l'attention de mes voisins de table qui sont acteurs au sein des assemblées, donc qui participent aux contributions législatives et à la transformation de notre pays, au moins de son système de santé. Donc notre système de santé aujourd'hui, il est très bon, mais il a besoin d'être adapté aux besoins et aux besoins territoriaux. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on a parlé de CHU-centrisme. C'est vrai, mais le CHU-centrisme, il a été créé par les ordonnances Debré, et heureusement qu'il a été créé à cette époque-là, parce qu'il a permis à la France d'avoir aujourd'hui ces indicateurs macro. Donc oui, il faut réviser les ordonnances Debré. Et ça, le législateur devra s'en saisir, à un moment ou à un autre. Plus tard on attend, pire ce sera. Parce que cet hospitalocentrisme, ce CHU-centrisme, il édicte les règles de la formation des futurs professionnels de santé. Donc les règles de la formation dans les ordonnances Debré, elles sont assez claires. Les ordonnances Debré ont établi que le CHU est l'endroit exclusif où s'allient soins, formation et recherche. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et ça, encore une fois, à un moment donné, dans l'histoire de la France, c'était fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Et font que ce système de CHU-centrisme, malheureusement, n'est plus adapté. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que le CHU, on a supprimé l'internat de périphérie, que les plus anciens ici connaissaient bien, et cet internat de périphérie, il répondait à ce besoin de formation dans le 3e cycle, dans les territoires, au dehors des CHU, et de contribution donc à l'accès aux soins, donc la suppression de cet internat de périphérie et des CES. Donc autrefois, il y avait 3 voies de spécialisation dans le 3e cycle. L'internat de périphérie, l'internat dit principal, et puis les certificats d'études spécialisées, les CES. Et c'est vrai que les CES et l'internat de périphérie étaient les principaux contributeurs d'étudiants du 3e cycle, donc d'internes, puis ensuite de médecins s'installant et travaillant dans ces structures de soins en dehors du CHU. Et quand on les a supprimés il y a 2 décennies maintenant, on les a remplacés par rien. Donc on a enlevé quelque chose qui permettait
au CHU, au modèle Debré, de fonctionner correctement. Il ne s'agit pas de les rétablir aujourd'hui, ça ne prend pas de sens. Mais il faut concevoir cette révision. Alors, il y a un certain nombre de fausses bonnes idées qu'il faut arrêter de perpétuer, de se dire sans arrêt. Fausse bonne idée, le nombre de médecins, pardonnez-moi, ça ne compte pas. Ce n'est pas le problème. Une bonne raison, c'est que vous n'aurez jamais le même chiffre de nombre de médecins selon que la source vienne de l'adresse, ou que la source vienne des universités et du nombre de diplômes chaque année de personnes qui sont diplômées. Et la source qui est probablement la plus fiable est celle du Conseil national de l'ordre des médecins, mais il n'a accès qu'aux praticiens, c'est-à-dire qu'à ceux qui s'inscrivent au tableau, parce que ça, il faut être inscrit au tableau pour pouvoir exercer la médecine, et donc il a principalement accès aux personnes qui s'inscrivent au tableau. Et donc, dans l'offre de formation et dans les médecins que nous formons, nous, que les universités forment, on sait très bien qu'une fraction, un certain nombre, ne vont pas s'inscrire à l'ordre parce qu'ils ne vont pas être praticiens. Et donc, il est donc, vous voyez, donc, dans l'effort de financement de la France de médecins, cet effort de financement de médecins ne se traduit pas à l'euro pour l'euro, si je peux m'exprimer comme ça, en praticiens qui vont ensuite exercer et faire du soin. Il y a un taux de fuite qui est considérable, et c'est normal, vers l'industrie, vers la recherche, vers le secteur administratif, et il en faut. Mais il est malheureusement mal pris en compte. Donc ce qui compte, c'est de comptabiliser effectivement les praticiens. Après, ce qui compte, ce n'est pas tellement le nombre, mais c'est la répartition qualitative des médecins. C'est-à-dire que dans les problèmes que l'on a, et que l'on a du mal à régler, c'est que continue de former dans le 3e cycle des études médicales beaucoup plus de médecins spécialistes que de médecins généralistes. Alors que notre système de santé, on le fait évoluer vers justement davantage d'ambulatoires et davantage de soins en dehors, et on place le médecin généraliste au cœur des soins primaires et comme normalement l'organisateur de l'offre de soins sur un territoire donné. Donc a priori c'est davantage de médecins généralistes dont on a besoin. Ben non, le ratio il est de 47% de médecins généralistes versus 53% de médecins spécialistes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de médecins spécialistes, mais d'un point de vue pilotage du pays, on peut s'interroger sur cet état de fait qui n'est pas récent, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le Conseil national de l'ordre, chaque année, tire la sonnette d'alarme depuis presque 15 ans maintenant. Et donc, on a là des indicateurs qui sont au rouge et qu'on s'efforce de ne pas voir. Donc là, il y a un point à améliorer qui touche effectivement comment on fait évoluer la formation, notamment la formation dans le 3e cycle. Autre fausse bonne idée, c'est la suppression du numerus clausus. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu attentivement le discours du président de la République, il n'y a pas de suppression du numerus clausus, puisque 2 lignes en dessous, il dit bien que, et bien évidemment, il faudra continuer de sélectionner ceux qui feront médecine. Donc la question n'est pas la suppression du numerus clausus, surtout qu'encore une fois, le numerus clausus intervient 10 ans avant que l'on soit diplômé, et donc n'influence pas l'endroit où on va exercer. C'est pas à l'entrée dans les études de médecine qu'on décide de l'endroit où on va exercer. Donc ça, c'est aussi une fausse bonne idée. Enfin, 3e fausse bonne idée, c'est les nouveaux métiers. Ça, c'est assez extraordinaire, les nouveaux métiers de santé. Parce que moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ces nouveaux métiers de santé ? Il y a déjà beaucoup de professionnels de santé, ok ? Et je ne vois pas très bien quelles sont les compétences qui ne sont pas dans le périmètre des métiers de santé existants et qu'il faudrait donc créer. Je rappelle que pour les doyens que nous sommes, les infirmiers en pratique avancée, ce n'est pas un nouveau métier, c'est simplement une évolution du périmètre de compétences des infirmiers, ce n'est pas un nouveau métier. Et donc là aussi, on commet une erreur, c'est mon point de vue, il a le droit de ne pas être partagé, on commet une erreur qui est celle de, là encore, ne pas voir la nécessité de faire évoluer les statuts, c'est-à-dire le périmètre de compétences des professionnels de santé existants. C'est quand même assez ahurissant d'imaginer que l'on veut
s'efforcer d'avoir du travail pluridisciplinaire et pluriprofessionnel, alors que dans ces équipes pluriprofessionnelles, vous allez avoir un professionnel de santé qui est le médecin, dont le périmètre d'action est défini par le fait qu'il est médecin et qu'il a le droit des prescriptions, hein, et d'autres professionnels de santé, sans aucune exception, dont le périmètre de compétence est défini par un décret d'acte. Donc ils sont enfermés par voie réglementaire dans une liste d'actes, et qui évolue très peu, hein. Pour la faire changer, il faut en général 10 ans. Donc toujours à une vitesse beaucoup plus lente que, malheureusement, l'évolution des besoins de santé. Donc là, il y a une vraie réforme à organiser, notamment pour faciliter le décloisonnement interprofessionnel, c'est de faire évoluer les statuts des professions de santé existantes aujourd'hui, et puis surtout être extrêmement prudent dans ces nouveaux métiers de santé, c'est-à-dire de bien commencer par en définir les référentiels métiers, c'est-à-dire c'est quoi le métier qui va être derrière, qui va embaucher, ou c'est quoi la profession libérale qu'il y aura derrière, et c'est quoi le marché. Parce que c'est pour produire des professionnels de santé, entre guillemets, qui n'auront pas de travail, c'est un peu compliqué. Et enfin, quand, pour ma part, j'ai interrogé le ministère de la Santé en disant, et ces nouveaux métiers de santé que vous prévoyez, bon, d'abord, ils n'ont pas été capables de m'en lister un grand nombre, et puis surtout, il est absolument clair dans leur esprit qu'il n'est pas question que ce soit des professions réglementées. Alors, là encore, on va arriver à complexifier notre système, c'est-à-dire qu'on va rajouter un certain nombre de nouveaux métiers, on ne sait pas encore lesquels ce sera. Ce dont on sait, c'est absolument certain, ils ne seront pas des professions réglementées, et donc on crée, à mon avis, on risque de créer un élément de complexité supplémentaire qui va probablement pas aider. Et j'en finirai enfin avec un dernier point, qui est que pour les doyens, parce que c'est un peu la parole des doyens, hein, que j'amène ici, les réformes de la formation du premier, du deuxième et du troisième cycle que nous opérons depuis presque 10 ans maintenant, parce que c'est un processus qui est long, elle a un objectif principal, c'est de changer de logiciel, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un logiciel où ce qui compte, c'est la spécialité, mais on est sur un logiciel où ce qui compte, c'est le mode d'exercice. Comment va-t-on exercer la médecine? Sous quelle forme? En libéral, salarié, à l'hôpital, en CHU, en exercice mixte partagé entre l'hôpital ou le CHU. Et donc, la façon dont nous travaillons au niveau de la conférence des doyens avec les ministères sur ces réformes de la formation de santé est guidée par ce souci-là. Voilà. Alors, très brièvement, moi je voulais réagir sur la question du temps médical et sur la nécessité maintenant pour tous les médecins de prendre connaissance et d'adhérer à la déclaration de Genève. C'est-à-dire que qui indique qu'il est essentiel que le médecin soit lui-même, entre guillemets, en bonne santé et qu'il ait lui-même une qualité de vie saine pour pouvoir prodiguer des soins de qualité à ses patients. Donc gagner du temps tout court, c'est pas forcément gagner du temps médical, c'est aussi gagner du temps pour améliorer la qualité de vie du médecin lui-même et donc, d'une certaine façon, son efficience et la qualité des soins et la sécurité des soins qu'il prodigue. Parce qu'il est clair que dans un médecin qui serait effectivement isolé, dans une zone en tension, qui a 80 consultations par jour, si on lui apporte une aide et du temps, il ne va pas passer à 160 consultations par jour. Et il ne va pas régler le problème de la désertification. Ce qu'il va gagner, c'est du temps pour lui. Donc, de meilleure qualité de vie et donc une meilleure qualité de soins. Et donc, cette question du temps médical est davantage une solution pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, d'accord, que pour améliorer ou pour augmenter la quantité, c'est pas comme ça que je vais le dire, mais la quantité de soins prodigués, parce que notamment dans les zones en tension, hein, je veux dire, c'est au contraire, s'il est à 80, il faudrait qu'il
passe plutôt à 60, ça sera mieux pour la qualité de prise en charge des patients et non pas à 120. Donc je voulais faire ce point-là parce que c'est quand même important et rappeler la déclaration de Genève qui aujourd'hui doit être au moins aussi présente à l'esprit des médecins que notre code de déontologie et le serment d'Hippocrate. Hein. C'est-à-dire que si on prend les zones les plus en difficulté, où on peut imaginer qu'éventuellement dans ces zones-là, un exercice mixte avec un pied à l'hôpital et au cabinet serait l'endroit où ça sera un facteur d'attractivité. Sauf que quand j'ai vu mes 70 consultants dans la journée, j'ai plus beaucoup de temps pour aller tenir une vacation à l'hôpital. Donc c'est la notion d'exercice partagé. C'est pour ça qu'on essaie de réformer les études dans cette optique-là, en essayant non plus de se fonder sur préparer des gens à exercer une spécialité, mais préparer des gens à un mode d'exercice. Et en essayant de les réinventer le plus possible et de donner davantage de souplesse pour passer d'un statut à l'autre. Mais on ne passera pas d'un coup de baguette magique demain, notamment dans les zones en tension, sur de l'exercice mixte, parce que les gens, ils sont déjà au taquet, hein, des deux côtés. Dans mon propos introductif, mon premier message était la nécessité d'adapter notre système de santé et de réviser les ordonnances Debré. Le problème, c'est pas que les facs et les CHU ne veulent pas envoyer en formation les étudiants dans d'autres structures, y compris dans le secteur privé. D'accord ? C'est que le système ne le permet pas. Quand le financement des internes, d'accord ? Quand le financement des internes est voté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, ils vont voter une enveloppe, dans l'enveloppe MIGAC des missions d'intérêt général. Une partie de cette enveloppe est l'enveloppe mairie, et cette enveloppe mairie sert au financement des postes d'internes. Donc, quand cela est dans le budget de l'établissement hospitalier, il est extrêmement compliqué pour lui que ce budget, il le distribue sur d'autres acteurs, vous comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle la conférence des doyens le clame, l'a dit à la Cour des comptes quand on a été auditionné, et qu'ils l'ont repris dans leur rapport. Nous clamons, nous, que la solution à ça, et il n'est pas trop tard, parce que le PLFSS n'est pas encore voté pour 2019, mais il faut passer à ce qu'on appelle, qui existait avant, le système d'interne sac à dos. C'est-à-dire que le financement de la formation de l'interne n'est pas attaché à un établissement, mais bien attaché à l'interne. Et à partir de là, on va déverrouiller le système et permettre ce qui a été mis d'ores et déjà dans le Code de santé publique et le Code de l'éducation, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui possible d'ouvrir et d'agréer des terrains de stage dans les cliniques privées. Sauf qu'on ne sait pas comment les financer. Je comprends. Vous voyez ? Donc, quand je disais que c'est des fonds, c'est pas les doyens et les facs qui mérite une explication. Mais en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut, d'une part, réviser les ordonnances Debré, c'est fondamental. On ne pourra pas faire ce que tout le monde veut si on ne le fait pas. Et ensuite, au niveau des lois de financement, il faut changer la mécanique de financement des étudiants, en particulier des internes, qui donnent le budget à l'hôpital dans son enveloppe globale. Et donc l'hôpital qui gère son déficit ne va pas distribuer avec ce qu'il considère être des compétiteurs sur son territoire. Eh oui, C'est un autre point. compétiteurs du point de vue de l'offre de soins, pas de la formation. Voilà. Et donc il faut changer ce système-là avec le financement sac à dos. Et je vous lance une perche là, mais vous êtes en train de discuter de le financement de la sécurité sociale en 2019. Oui, mais ça va revenir à l'Assemblée nationale et donc il est toujours temps de porter des amendements dans ce sens-là. En tout cas, l'ensemble des acteurs, le dernier mot. conférence des doyens, associations et syndicats d'étudiants, etc., nous allons solliciter sénateurs et députés pour leur demander de porter un tel amendement. Sinon, on continuera de faire des débats comme ça, on continuera de faire des beaux discours, de faire des beaux trucs, et dans 20 ans, on reviendra et on posera les mêmes trucs parce qu'on n'aura rien changé. Voilà, donc on sait ce qu'il faut déverrouiller, faisons-le, hein. Après, si on ne le fait pas, on passe à autre chose. Et voilà. Mais, exactement.